Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer Eden Télévision. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Dans l'actualité ce jour, formule conventionnelle de souhait de bonheur, de réussite pour les occasions importantes, anniversaires, mariages et en particulier les nouvelles an. Chacun y va de sa manière et le groupe de presse international ITV s'y est plié ce matin en présence des cadres de la Fondation Espace Afrique Sievra. Le point dans cette édition. Et puis dans cette même dynamique, nous essaierons dans ce journal de comprendre non seulement la sémantique des vœux, mais aussi et surtout la portée sociale et spirituelle des vœux formulés à l'entame du nouvel an. À suivre, bien évidemment, les précisions des socio-anthropologues Raymond Assogba et Albert Tingbe Azalou. Et puis hors de nos frontières, 2 villages nigériens ont subi les affres des djihadistes en pleine période électorale. Ces attaques simultanées n'ont pas été revendiquées jusqu'ici. Je vous en parlais en titre, mesdames, messieurs. Eh bien, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année, formule conventionnelle de souhait, de bonheur, de réussite pour les occasions importantes, anniversaires, mariages et en particulier la nouvelle année. Chacun y va de sa manière. Et le groupe de presse international ITV s'y est plié ce matin. C'était en présence des cadres de la Fondation Espace Afrique Sievra. Reportage Carole Olaye, Fiacre Voitan. Le personnel du groupe de presse international ITV, Eden TV et Diaspora FM et celui de la Fondation Espace Afrique Sievra ont sacrifié ce lundi 4 janvier 2021 à la tradition de présentation de vœux en ce premier jour de travail de l'an nouveau. Santé, paix et prospérité à l'endroit des promoteurs des 2 entreprises, de leurs responsables à divers niveaux et de tout le personnel ont été les principaux souhaits adressés par les 2 représentants des travailleurs des dites structures. Je formule mes vœux les meilleurs à tout le personnel du Sievra, de Diaspora FM et de Eden TV. Je formule les vœux de paix, de santé en abondance, de prospérité, de bonheur à tout le personnel du Sievra, de Eden TV et de Diaspora FM. Pour cette année 2021 qui commence, permettez-nous de formuler à l'endroit du promoteur et de l'inspectrice générale nos vœux de bonne santé, de paix et de succès dans leurs entreprises. À vous, chers coordonnateurs et responsables du groupe de presse Eden TV et Diaspora FM, que Dieu vous donne la force et vous éclaire davantage pour l'atteinte des objectifs fixés pour le groupe de presse ITV International en 2021. Pour le coordonnateur général, cette sobre cérémonie de présentation de vœux a été l'occasion d'exhorter tout le personnel à la persévérance dans le travail bien fait afin que les nombreux défis qui s'imposent désormais soient relevés. Les grands défis qui seront les nôtres au cours de cette année 2021 sont clairs. Nous avons entamé une démarche, ce que nous appelons communément la démarche qualité, qui s'est arrêtée en bout de chemin au mois de juillet dernier, où nous devons déjà procéder à la certification, aux audits, aux premiers audits internes et passer à la certification ISO 9001-2015. Mais ça s'est arrêté à cause des changements qu'il y a eu. Et donc, je vous annonce que cette année, ce sera le premier défi, à savoir faire aboutir cette certification. Je l'ai en retour mes vœux de santé également, de santé et encore de santé. De santé pour vous et pour vos familles respectives. Moment propice pour les travailleurs de s'engager à faire prospérer les 2 entreprises au plan national et international. Monsieur le coordonnateur général, le personnel du groupe de presse, par ma voix, promet de donner le meilleur de lui-même en cette année 2021. Nous vous soutenons également dans vos réformes, que ces réformes se poursuivent en 2021. Nous vous promettons de faire de telle sorte que les objectifs de la maison soient atteints.
Prière et action de grâce à Dieu le Père Tout-Puissant pour sa bénédiction et sa protection ont mis un terme à cette cérémonie de présentation de vœux. Dans cette même dynamique que nous tenterons dans cette édition d'information de comprendre non seulement la sémantique des vœux formulés à l'entame d'une nouvelle année, mais aussi et surtout leur portée sociale et spirituelle. Les socio-anthropologues Raymond Assogba et Albert Tingbe Azalou nous font la lumière. Projection, d'abord, pour qu'ils se situent dans un environnement de paix, et des désirs que l'on souhaite justement pour les autres. Donc les prières de reconnaissance, de gratitude et autres là vont dans ce sens-là. Du fond du cœur, on fait le vœu que telle personne, tel parent puisse accéder à ce nouvel an. Et l'autre reçoit, le destinataire reçoit et formule également des vœux réciproques. Et tout se passe par les canaux que vous connaissez. Et par rapport et le référent essentiel, c'est le nouvel an. Et le message, c'est les prières et autres là. Les vœux sont prononcés par les taïnos. Ce n'est pas par n'importe qui. Et les vœux sont prononcés dans les yohos, devant les assins. Et les vœux sont simples. Les vœux de santé, ça veut dire que les jeunes doivent croître. Et ceux qui sont en âge de se marier doivent se marier. Et ceux qui doivent faire des enfants doivent faire des enfants. Et puis maintenant, il y a ces vœux-là, c'est les mots, c'est pourquoi on dit bénédiction, bien dire. C'est-à-dire les femmes prononcent les paroles qui vont renforcer les consciences vers les activités qui permettent de reproduire la vie. Donc en fait, la production, vous voyez un peu. Donc c'est pas comme nous on fait là, non, c'est pas tout le monde qui prononce les vœux parce qu'en fait aujourd'hui, celui qui prononce des vœux, tu ne sais pas ce qu'il pense. Vous voyez un peu. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Il y a des gens qui pensent autre chose que ce qu'ils disent. Alors que devant les yohos, dans les yohos, devant les vaudous, devant les assins, les taïnos vibrent à l'unisson avec tous les univers, les 7 univers. Le mental, l'astral, le causal, le physique, l'émotionnel, tout ça. Vous comprenez un peu? Et à ce moment-là, en fait, l'égrégore descend. Ce qu'on appelle l'égrégore, c'est-à-dire que le cerveau descend. Et quand le cerveau descend, les ADN sont régénérés. Après avoir fait toute la lumière sur la portée sociale, spirituelle et la sémantique littérale des vœux de fin d'année, parlons maintenant culture. Le musée Jonas Pedro de Lokossa ouvre désormais ses portes au grand public. L'ouverture de ce musée, selon les autorités locales et acteurs culturels du Mono, relancera davantage la promotion de la culture et du tourisme dans ce département. Jonas Bouchi pour les précisions. 17 ans après le décès de Jonas Pedro, Art d'Afrique ressuscite sa mémoire à travers l'ouverture du musée Jonas Pedro. Situé au quartier à Ouamé, non loin du stade municipal de Lokossa, le musée Jonas Pedro est logé dans la résidence privée de l'artiste où repose son corps depuis 2004. L'ouverture de ce musée a rassemblé autorités politico-administratives et acteurs culturels du Mono, venus nombreux manifester leur attachement aux valeurs culturelles du Mono. Le Mono regorge des potentialités, non seulement touristiques, culturelles et culturelles. Mais on a constaté que ça dort un peu. Ce réveil culturel du Mono qui s'opère enfin à partir du musée Jonas Pedro est aussi dû à la reconnaissance du talent de cet artiste par les autorités présentes à la cérémonie. J'ai dansé, en tout cas pour ma jeunesse, sur tous les rythmes qu'il a chantés, que ce soit la guadia ou la salsa. Il y a donc là toutes les raisons pour moi de m'associer à ce qui est entrepris en guise d'hommage à l'immense artiste. Selon le préfet du Mono, l'ouverture du musée Jonas Pedro est une grande chance pour la promotion culturelle du Mono et même du Bénin.
je me réjouis de la concrétisation de l'initiative. Avec ce seul centre, nous pouvons faire connaître le COSA et faire révéler le COSA et même la destination Bénin. Les visiteurs du musée Jonas Pedro pourront revisiter le riche répertoire musical de l'artiste, de même que les témoignages de sa brillante carrière internationale. Eh bien, ouvrons maintenant l'actualité au reste du continent. Nous sommes au Niger. 2 villages de ce pays ont subi les affres de la barbarie djihadiste en pleine période électorale. Ces attaques simultanées sont restées jusqu'ici non revendiquées. Français, une cérémonie d'hommage doit avoir lieu cet après-midi en privé aux Invalides. Dans les colonnes du Parisien, ce week-end, la ministre des Armées, Florence Parly, a évoqué une réduction des effectifs de la force Barkhane déployée au Sahel. Nous serons très probablement amenés à ajuster ce dispositif. Un renfort, par définition, c'est temporaire. Oui, les conditions de sécurité au Sahel restent difficiles. Les terroristes utilisent l'arme des lâches. Je souhaite qu'on puisse en faire davantage pour mieux protéger nos militaires. Et toujours dans la suite de cette édition d'information, 2 voix de mémoire, l'actualité remonte à 2 ans déjà. L'attaque meurtrière de Fatima qui a fait 16 morts et plusieurs blessés dans de nombreuses paroisses. Aujourd'hui, de nombreuses victimes attendent toujours réparation. Reportage. Maison proche de l'église de Fatima à Bangui, Fanny se fait aider par son compagnon pour se déplacer. La jeune femme a perdu son œil gauche il y a 2 ans dans l'attaque meurtrière de son église perpétrée par une milice musulmane du quartier du PK5. L'attaque avait alors coûté la vie à 16 personnes et fait une centaine de blessés. On était à l'église, pendant pleine l'église, et les bandits sont montés en haut. Et quand les bandits sont montés en haut, je me fus pour aller devant l'autel. Et c'est là que les grenades m'ont eu sur mes yeux. Fanny sait qu'elle ne pourra plus jamais retrouver l'usage de son œil, mais elle se bat aujourd'hui pour se rendre en Afrique du Nord afin de se faire extraire un éclat de grenade toujours présent dans son œil. Les docteurs avaient dit que mes yeux sont déjà foutus et je ne sais pas. Je suis là toujours à la maison, je souffre toujours. Quand elle était hospitalisée, j'ai entrepris des démarches. J'ai commencé d'abord par écrire au niveau de l'archevêché. J'ai écrit à l'archevêque pour demander l'aide de l'église, pour permettre à l'église de m'aider à évacuer ma femme, à extraire ce qui est dans son œil. Le cardinal Dieudonné Nzapalainga, chef de l'église catholique en Centrafrique, a promis de tout faire pour aider progressivement les victimes de l'attaque à accéder aux soins adaptés à leur situation, mais s'en remet aussi à la responsabilité des autorités. Concernant les victimes, nous-mêmes, on s'était engagés comme pères, parce que l'Église est une mère aussi, à prendre en charge nos fidèles. Il y en a qui ont perdu l'œil, les yeux. Et nous, nous les accompagnons. Et ceux qui sont blessés, nous les soignons. Une manière de dire que nous sommes proches et non indifférents de nos victimes. Et les victimes aussi attendent pour entendre qu'est-ce que le gouvernement, l'État, la justice fait aussi pour toutes ces personnes-là. Si le gouvernement avait annoncé au lendemain de cette tragédie tout mettre en œuvre pour que justice soit faite, aujourd'hui la communauté religieuse et les proches des victimes ignorent toujours où en sont le dossier et les enquêtes judiciaires. À l'église de Fatima, les cultes ont repris mais les cicatrices sont là. Depuis le drame, des militaires sont régulièrement postés à l'entrée de l'église lorsque des fidèles sont là, pour prévenir toute velléité. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden TV, les élections sénatoriales placent la Géorgie au cœur de l'actualité politique américaine. Quelle sensibilité politique pour contrôler le Sénat américain? Question principale dont la réponse se trouve dans les urnes. Et bien dans cet État, justement la Géorgie, où seront organisées demain les élections sénatoriales partielles, un second tour où les enjeux dépassent l'élection, l'échelle nationale. Précis. Remise de la présidentielle mouvementée du 3 novembre dernier, la Géorgie retourne aux urnes ce 5 janvier. Un scrutin très attendu dans le pays, avec un intérêt qui dépasse les frontières du Peach State.
2 sièges du Sénat, aujourd'hui occupés par des républicains, sont remis en jeu. Cette élection décidera donc de la couleur politique du Sénat, comme le souligne Donald Trump. L'enjeu de cette élection, c'est le contrôle du Sénat américain et ça veut vraiment dire le contrôle du pays. Les électeurs de Géorgie vont décider quel parti dirige toutes les commissions, écrit chaque élément de la législation, contrôle chaque dollar des contribuables. Le Sénat américain, une des 2 chambres du Congrès, est contrôlé d'une courte tête par les républicains. Ils y ont 50 sièges, contre 48 pour les démocrates. Le second tour de cette sénatoriale partielle en Géorgie verra notamment s'affronter la sénatrice républicaine Kelly Loeffler face aux démocrates Raphaël Warnock et Jon Ossoff. Pensez au chemin parcouru en Géorgie, pensez au chemin parcouru dans le sud des États-Unis. C'est l'État le plus compétitif du pays qui a accueilli 2 élections sénatoriales pour déterminer qui contrôlera le Sénat des États-Unis. La Géorgie a tellement de pouvoir en ce moment. Si les républicains gagnent au moins un siège en Géorgie, ils resteront majoritaires pendant les 2 premières années de la présidence de Joe Biden. En revanche, si les démocrates l'emportent, la Chambre haute basculera dans le camp démocrate. Avec 50 sièges pour chaque camp, c'est la future vice-présidente Kamala Harris qui, comme le prévoit la Constitution, devra trancher. Tout est en jeu quand il s'agit d'élire le révérend Raphaël Warnock, d'élire Jon Ossoff, d'élire Daniel Blackman. Tout est en jeu. En cas de défaite des républicains, c'est le Congrès tout entier qui deviendrait démocrate. La Chambre des représentants leur étant déjà acquise, Joe Biden aurait ainsi le champ libre pour dérouler son programme. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision. Prenez du plaisir à apprécier nos programmes. Encore une fois, meilleurs vœux.